Au début du XVIIe siècle, le shogun, souverain du Japon, apprend l'histoire suivante. Un jour, le roi du Portugal dit à son conseiller: il existe en Orient un pays très lointain appelé Japon, où l'or et l'argent abondent. Pourquoi ces terres ne pourraient-elles pas venir enrichir mes domaines? La meilleure façon de nous rendre maîtres de cette terre est de nous servir de notre religion et ensuite d'y envoyer notre armée. Le shogun, Tokugawa Ieyasu, et ses légions de samouraïs ne craignent pas les récits d'invasions étrangères. Ce chef puissant est parvenu à ramener la paix au sein d'une nation déchirée par la guerre. Pourtant, il a conscience que les dangers extérieurs et les troubles internes demeurent une menace. Grâce aux écrits de plusieurs observateurs, la trace d'une période remarquable est parvenue jusqu'à nous. Témoignage d'une époque où le Japon tout entier est soumis à la volonté du shogun. Voici les mémoires de l'empire secret du Japon. Alors que nous étions au Japon depuis 5 ou 6 jours, un jésuite portugais fit son apparition et prétendit que nous étions des pirates. Dès lors, nous ne cessions de penser que nous serions crucifiés, la peine capitale de ce pays. Je m'attendais à mourir tous les jours. Sauvé des mers et emprisonné, William Adams, le premier Anglais à fouler le sol du Japon, a de bonnes raisons d'être inquiet. Nous sommes en 1600 et les catholiques portugais bénéficient d'un très vieux monopole commercial avec le Japon. Lorsque William Adams est arrivé au Japon, l'Europe était déchirée par des guerres de religion et les missionnaires catholiques n'ont pas du tout apprécié d'apprendre que 2 Anglais, dont un protestant, avaient échoué sur les côtes nippones. Tokugawa Ieyasu, le chef militaire le plus puissant du Japon, fait venir William Adams dans son château. Au lieu d'ordonner son exécution, il veut en savoir plus au sujet de cet étranger. Une convocation pour le moins inhabituelle, lorsque l'on sait que seuls les militaires de haut rang ont l'honneur d'être reçus par le shogun en personne. Le roi m'a demandé de quel pays je venais et ce qui nous avait motivés à venir dans ce pays si lointain. Je lui ai fait connaître le nom de notre pays, lui transmettant notre désir d'amitié. Mais Ieyasu est intéressé par autre chose que de simples relations d'amitié. Il me demande alors si notre pays est en guerre. Je lui réponds oui, contre le Portugal et l'Espagne. Il m'a posé diverses questions. Il m'a demandé en quoi je croyais et quel était le chemin que nous avions pris pour venir dans ce pays. Ainsi, je suis resté avec lui jusqu'à minuit. Alors que la rencontre touche à sa fin, William Adams se hasarde à émettre une requête au nom de son employeur néerlandais. Je désirerais entretenir des relations commerciales avec votre pays, comme vous le faites avec les Portugais et les Espagnols. Pour Ieyasu, la demande tombe à point nommé. Le shogun accorde beaucoup de valeur aux échanges commerciaux qu'il entretient avec les marchands portugais et espagnols. Néanmoins, leur missionnaire catholique, qui prêche la foi en un Dieu plus puissant que lui, le préoccupe grandement. Afin de lutter contre l'influence de ceux qu'il considère comme une menace à sa propre autorité, Ieyasu exige d'avoir sa propre marine marchande. Et pour cela, William Adams dispose des compétences adéquates. Le jeune pilote a été apprenti dans la construction navale.
Ieyasu lui demande de construire 2 navires capables de naviguer en haute mer. Je lui répondis que je n'étais pas un charpentier et que je n'en avais pas la moindre compétence. « Fais de ton mieux, dit-il. Si ce n'est pas bon, peu importe. » Il est impossible de nier que William Adams exerçait une certaine influence lorsqu'on lui a demandé de construire ces 2 navires. Ce sont les premiers navires européens à avoir été construits au Japon. Ils étaient construits par des ouvriers japonais, bien évidemment sous son contrôle. Ensuite, ils ont navigué jusqu'au Mexique de manière relativement sûre. Désormais, Ieyasu dispose de l'avantage qu'il désirait. Il n'hésite plus alors à expulser les missionnaires catholiques qui ne cessent de convertir de nouveaux fidèles et de créer de nombreux problèmes. La vie était suffisamment compliquée sans ces étrangers agaçants qui s'immisçaient un peu partout. C'est probablement pour cette raison qu'il ne voulait pas de chrétiens au Japon. Ieyasu remplace son interprète catholique par William Adams, qui est parvenu rapidement à maîtriser la langue japonaise. C'était bien évidemment un protestant. Ieyasu savait qu'Adams n'avait aucun intérêt à aider les missionnaires catholiques. C'était donc un homme qu'il fallait avoir à ses côtés. Ieyasu désire entretenir ses rapports commerciaux avec l'Occident, mais selon ses propres termes. Adams le convainc que les protestants n'ont aucune intention de convertir son peuple. Ieyasu fera d'Adams son agent commercial, qui négociera, en des termes particulièrement favorables, des accords au nom de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. L'installation des Hollandais est faite à présent. Je leur ai obtenu des privilèges commerciaux que les Espagnols et les Portugais n'ont jamais pu obtenir au terme de 50 ans de présence au Japon. Adams se mariera au Japon et adoptera le mode de vie japonais. Il arbore le kimono traditionnel et se voit autorisé à porter les 2 sabres des samouraïs. Il se verra offrir une propriété dotée d'environ 80 domestiques, ce qui est de loin bien mieux que ce que son niveau de vie aurait pu lui permettre en Angleterre. Je crois que sur la fin, il ne désirait plus retourner en Angleterre parce qu'il savait qu'il redeviendrait un simple ouvrier, tandis qu'au Japon, il avait de très nombreux domestiques à son service. Adams a pu jouir du privilège de rendre visite à Ieyasu dans son salon de thé pour une conversation privée et informelle, à l'écart de la cour. Le cérémonial ne manque pas d'impressionner le marin occidental. Les invités ouvrent la barrière et empruntent un chemin au milieu d'un bois jusqu'au salon de thé, contemplant calmement le décor. Ils abandonnent alors leurs ombrelles et leurs sabres pour les déposer dans une sorte d'armoire placée à l'extérieur et prévue à cet effet. Si Adams et Ieyasu entretiennent en privé des discussions politiques, le salon de thé constitue également une retraite où les 2 hommes peuvent se ressourcer. Cette réunion pour le thé et la conversation n'a pas pour but de mener de grandes discussions, mais de scruter les âmes et d'observer paisiblement et modestement les choses qui nous entourent pour réfléchir et comprendre les mystères qu'elles contiennent. Ieyasu craint qu'une modification de sa politique extérieure ne vienne compromettre une paix qu'il a eu tant de mal à forger. Néanmoins, son principal défi demeure le maintien du contrôle des 260 chefs militaires et de leurs formidables armées de samouraïs, farouchement épris d'indépendance.
Tokugawa Ieyasu devient shogun en 1603, après avoir unifié un Japon déchiré par des années de guerre civile. Tous les grands chefs militaires se battent depuis un siècle. Ils en ont assez et veulent conforter leur position. Mais comme le décrit un chroniqueur de la cour, la tâche n'est pas simple à réaliser. Bien qu'il ait conquis le pays à cheval, étant un homme de sagesse, il sait qu'il est impossible de le gouverner de la sorte. Sa principale préoccupation est de découvrir la clé du pouvoir, de savoir comment se gouverner lui-même, ainsi que le peuple et le pays. Ce qui a permis à Ieyasu de devenir un grand chef, c'est qu'il était entouré de personnes très compétentes qui croyaient en lui. Un jour, un samouraï de rang inférieur demanda audience à Ieyasu qui l'écouta attentivement. Une fois le samouraï parti, un seigneur dit à Ieyasu « Quelle perte de temps !» Le shogun répondit alors « Il a fallu un grand courage à cet homme pour m'approcher. Si je ne l'avais pas écouté, il ne serait jamais revenu. » Mais la paix ne peut être garantie par un seul souverain, aussi puissant soit-il. Ieyasu sait qu'il doit diminuer le pouvoir des daimyo, les seigneurs féodaux. Ces seigneurs possèdent de très vastes domaines centralisés. Leur souci principal consiste à essayer de contrôler tout et tout le monde à l'intérieur de leurs terres. Ils contrôlent la production des ressources, la vie de leurs guerriers et la vie des paysans. Ieyasu permet aux daimyo de diriger leur domaine, mais leur interdit de faire quoi que ce soit qui puisse renforcer leur pouvoir ou leur statut par rapport à leurs semblables. Sous le règne des Tokugawa, les daimyo sont contraints de se contenter de leur unique château. Pour l'agrandir, ils doivent en obtenir l'autorisation. S'ils désirent un nouveau navire, ils doivent en faire la demande au shogun. Dans le cas d'une alliance par mariage, celle-ci est conditionnée à l'approbation du souverain. Grâce à ce type de contrôle, Ieyasu parvient à maintenir la paix. Un contrôle étendu à tous les niveaux de la société. Le Japon de Ieyasu est basé sur les enseignements du confucianisme prônant l'obéissance aux traditions de la hiérarchie et du respect de l'autorité. Un Japon fidèle aux traditions des samouraïs. C'est une société rigide, dotée d'un grand nombre de règles, de lois et de règlements. Chacun doit connaître sa place dans la hiérarchie sociale et s'y conformer. C'est une théorie qui n'était bien évidemment pas toujours respectée, mais c'est elle qui structurait la société. Tous les samouraïs appartiennent à l'élite sociale, qu'ils soient seigneurs de guerre daimyo ou simples fantassins. En dessous, on trouve les fermiers et ensuite les artisans. Les commerçants, considérés comme des parasites de la société, sont situés tout en bas de l'échelle sociale. Au cours du shogunat des Tokugawa, de nombreuses règles sont édictées dans le but de contrôler et de maintenir le rigide équilibre social du Japon. Des règles pouvant relever de domaines divers tels que l'alimentation ou la mode vestimentaire. Seigneurs et vassaux, supérieurs et inférieurs, doivent respecter le rang qui est le leur au sein de la société japonaise. Sans autorisation, aucun domestique n'est autorisé à porter de soie damassée de couleur blanche, de vêtements rembourrés de soie blanche, de kimonos de soie pourpre, de doublures en soie pourpre et de manches de kimono qui n'arborent pas les armoiries de la famille. Si la très rigoureuse législation japonaise a pour objectif d'empêcher toute mobilité sociale, les daimyo disposent d'alternatives destinées à obtenir certains privilèges. Suite à un décret promulgué par Ieyasu, les seigneurs doivent participer à la construction de son château, ainsi qu'au développement de Edo, la ville environnante. La construction prend des allures de grands concours, au cours duquel chaque daimyo tente de gagner les faveurs du shogun. Ces derniers transformeront rapidement le modeste château et le village tranquille d'Edo en un magnifique domaine. Un domaine baptisé plus tard Tokyo. Les rues sont plus larges, plus longues et plus droites que celles d'Espagne. Elles sont si propres qu'on dirait que personne n'y passe.
Les splendeurs naissantes d'Edo ont fait l'objet d'un récit écrit par Rodrigo de Vivero y Velasco, gouverneur des Philippines, qui fit naufrage au large des côtes du Japon. Il a passé quelques mois dans la capitale au titre d'invité du shogun. Le personnage de Rodrigo de Vivero est intéressant car il a écrit un récit au sujet du Japon après avoir quitté le pays. C'était un homme très perspicace. Il a observé plusieurs aspects de la vie japonaise que d'autres n'avaient pas vus. Toutes les rues sont habitées par des personnes d'une même profession, de sorte que les charpentiers occupent exclusivement toutes les maisons d'une rue. Il en est de même des cordonniers, des forgerons, des tailleurs et des commerçants. Les seigneurs et les nobles habitent seuls une partie distincte de la ville. Aucun roturier ni aucune personne appartenant à une classe inférieure ne se mélange avec eux. Les daimyo ayant obtenu le plus de faveurs de la part du shogun sont autorisés à vivre près du château et ont droit à plus d'audience avec le souverain. Un jour où Vivero y Velasco était au château pour une audience avec Ieyasu, il a pu assister à la visite d'un puissant daimyo venu rendre hommage au shogun. C'est alors qu'entra l'un des plus grands nobles du Japon, dont les présents qu'il apportait permettaient de deviner son rang. Lingots d'argent et d'or, robe de soie. Tout cela fut tout d'abord déposé sur des tables. L'empereur ne daigna pas y jeter le moindre regard. Le daimyo se prosterna à 100 pas du trône. Il baissa sa tête si bas qu'il donna l'impression de vouloir embrasser le sol. Personne ne lui dit le moindre mot, et lui ne leva pas les yeux en direction du souverain. Ensuite, quelqu'un tapa des mains pour signifier la fin de l'audience. Sans mot dire, la fin de l'entrevue avait été décidée, et le daimyo repartit en arrière, toujours à genoux. Rodrigo de Vivero y Velasco a été fortement impressionné par ce qu'il a vu. Il a pu constater le grand pouvoir de Ieyasu. Il a vu un puissant daimyo, seigneur ayant droit de vie ou de mort sur ses terres, adopter une position peu altière pour rendre hommage au shogun. Le grand souverain est parvenu à réaliser son rêve, soumettre l'ensemble du Japon à son autorité. À 72 ans, il fait encore preuve d'une incroyable vigueur. C'est lors d'une de ses régulières parties de chasse aux faucons qu'il tombera gravement malade. Alité et mourant, il organise tous les détails de ses funérailles. La cérémonie sera simple et ses cendres seront jetées du haut de la montagne, surplombant la terre qu'il parcourait si souvent avec ses rapaces. Ici, il est persuadé que son esprit pourra s'élever au-dessus de sa terre bien-aimée et préserver l'unité de son royaume. Ieyasu a forgé une société très hiérarchisée. Il ne veut pas abandonner l'avenir du Japon à des souverains capricieux. Avant de trépasser, il fait venir sa famille à ses côtés. Il dit à ses enfants et ses petits-enfants réunis autour de lui, « Parce que vous êtes ma descendance, vous deviendrez des shoguns. À ce titre, il est important que vous gouverniez le pays pour le bien du peuple ou le ciel vous punira. Vous devrez également gouverner pour le bien du pays. Ce monde n'appartient pas au Tokugawa et ne peut être gouverné selon vos seuls désirs. » Parmi les membres de sa famille, son petit-fils est destiné à devenir shogun. Le jeune Iemitsu grandira déterminé à marcher sur les traces de son illustre grand-père. Iemitsu, troisième shogun du Japon, utilisera tous les moyens dont il dispose pour conserver le pays sous l'autorité des Tokugawa.
Iemitsu voue une vénération sans borne à son grand-père. Il a connu plusieurs expériences mystiques lorsqu'il était malade. Ieyasu apparaissait souvent dans ses rêves. Lorsque cela se produisait, généralement, il se sentait beaucoup mieux au réveil le lendemain matin. Son respect pour son grand-père s'était transformé en véritable vénération. Iemitsu portait toujours sur lui un porte-bonheur contenant un morceau de papier sur lequel était écrit « Vivre comme mon grand-père aurait vécu ». Outre sa volonté farouche de suivre les traces de son grand-père, le jeune shogun fera preuve d'une sévérité bien plus grande que son aïeul. Peu après son couronnement, Iemitsu convoqua tous les daimyo du pays dans son palais. Les seigneurs attendirent toute la journée dans le froid, sans nourriture et sans abri. Ils se mirent alors à craindre pour leur vie, jusqu'à ce qu'enfin ils reçurent l'ordre de pénétrer à l'intérieur du palais où un ultimatum leur fut adressé. Depuis ma naissance, j'occupe une position de supérieur et de maître. Je traiterai dorénavant tous les daimyo comme mes sujets. Ceux d'entre vous qui oseraient me désobéir retourneront immédiatement dans leur province pour réparer leur château et préparer leur armée. J'agirai alors en conséquence. Iemitsu est un shogun fascinant. C'est le premier shogun qui ne conduit pas ses troupes à la bataille. Il n'a pas prouvé sa valeur sur le terrain. Quand il est devenu shogun, il n'est pas arrivé en poste avec ses propres hommes. Iemitsu a hérité d'une nation pacifiée. Pourtant, il la dirigera de main de fer. Il n'écoute que très peu de conseillers et ne fait preuve d'aucune pitié. Il ne supporte aucune concurrence, pas même la rivalité fraternelle, à tel point qu'il ordonnera à son frère de se suicider. Sous leur shogunat, les Tokugawa se comportent de manière très capricieuse à l'encontre des seigneurs qui désobéissent aux règles ou aux règlements auxquels ils sont tenus de se conformer. Un marchand européen qui jadis fut le précepteur de Iemitsu a pu observer la cour du shogun. Personne n'ose manifester la moindre opposition à la volonté du shogun. Quelle que soit l'injustice qu'il commette, quelle que soit l'extravagance ou l'excès auquel il se livre, tous le louangent ou l'approuvent. Mais gouverner par la crainte peut susciter des mouvements de révolte. Pour éviter cela, Iemitsu doit s'assurer l'allégeance de tous les daimyo, soit 260 seigneurs. Hélas, en temps de paix, il n'existe aucun ennemi, ni aucun trésor de guerre pour récompenser les daimyo de leur loyauté. Iemitsu doit donc trouver d'autres façons de les contrôler. Il décide de les forcer à se rendre à Edo afin d'apparaître à sa cour. Un voyage qu'il n'effectue pas seul, comme a pu en témoigner un voyageur allemand. À leur passage, gardes du corps et porteurs affichent une démarche altière. À chacun de leurs pas, ils soulèvent les talons presque jusqu'au postérieur, tout en propulsant en avant le bras opposé. Ils donnent l'impression de nager dans l'air. Ces processions très complexes sont généralement composées de milliers de personnes et font partie d'un système mis en place par le shogun appelé résidence alternée.
La résidence alternée a évolué sous le régime des Tokugawa. Son principal objectif était de contraindre les grands seigneurs à passer une partie de l'année à Edo et une autre partie de l'année dans leur fief. Ils devaient faire l'aller-retour en respectant des horaires stricts, tandis que leurs femmes et leurs enfants devaient demeurer à Edo. C'est le plus grand contrôle administratif opéré sur des seigneurs au cours du shogunat des Tokugawa. Le système de résidence alternée comporte un autre avantage pour le shogun. Il maintient les seigneurs daimyo dans une dépendance financière. Un daimyo pouvait dépenser plus des 3/4 de ses revenus pour la procession, ainsi que pour faire vivre son armée de samouraïs une fois à Edo. L'une des conséquences de cette mesure est de faire exploser la taille d'Edo. Cela a également donné naissance à une classe de samouraïs qui ne connaissaient que la ville d'Edo, bien que leur domaine soit situé au fin fond du Japon. Ils étaient nés à Edo, ils travaillaient à Edo et ne connaissaient qu'Edo. Pour les guerriers samouraïs, la vie en temps de paix à Edo constitue un catalyseur qui modifie la nature même de leur existence. Il est interdit aux samouraïs d'amener leur famille avec eux. Dès lors, ils mènent une vie de célibataire. Ils reçoivent un très modeste traitement pour accomplir leurs tâches officielles. Le matin, au réveil, leurs cheveux étaient coiffés par un autre samouraï. Ensuite, ils partaient travailler sur les terres de leur seigneur. Ils faisaient cela tous les 4 ou 5 jours. Ces samouraïs ne travaillaient que le matin et ensuite rentraient déjeuner. Vers 2 heures de l'après-midi, ils allaient en ville. Une vie que les fiers guerriers samouraïs de jadis n'auraient jamais imaginée. À cette époque, Edo devient une ville de samouraïs, où progressivement le travail de ces derniers relève de la bureaucratie. Les samouraïs n'ont pas le droit de travailler. Ils reçoivent néanmoins suffisamment d'argent pour vivre. Ils passent la plupart de leur journée chez un ami à boire, discuter, étudier, faire du thé, lire des livres de vieilles légendes de guerre et à imaginer à quoi devait ressembler la vie au XVIe siècle. Au XVIIe siècle, les Japonais vivent dans un pays pacifié. Néanmoins, la population est soumise à de nombreuses règles et règlements très stricts. Les pénalités prévues pour quiconque osait les enfreindre étaient d'une grande sévérité. Agitant nos papiers, soufflent les vents du printemps, au moment où, par les barrières ouvertes, nous partirons reconnaissants. Edo, la capitale du shogun, est accessible par 5 grandes routes gouvernementales, toutes dotées de postes de contrôle destinés à faire appliquer les lois de Iemitsu. Le shogun a fait améliorer l'état des routes afin que ses messagers puissent atteindre rapidement toutes les régions du Japon. Ces routes permettent également de faciliter le voyage des daimyo et de leurs samouraïs jusqu'à Edo. Néanmoins, pour la plupart des Japonais, voyager demeure une entreprise parsemée d'embûches. Une foule de lois sont appliquées dans le but de recenser toutes les entrées et les sorties de la ville d'Edo. Presque tous les Japonais doivent être munis de passeports, hormis les artistes itinérants, capables de prouver leur identité en exerçant leur talent, ainsi que les lutteurs de sumo, dont la corpulence suffit à prouver leur profession.
Les paysans n'ont généralement pas le droit d'aller de village en village. Le gouvernement tient à ce qu'ils demeurent dans les domaines de leur maître à travailler la terre. Les Japonais, ne disposant pas de documents administratifs réglementaires, tentent souvent d'éviter les postes de contrôle en empruntant des chemins de traverse. Des peines très sévères sont prévues pour les contrevenants. Les hommes encourent la crucifixion et les femmes l'esclavage. Au milieu d'un dispositif juridique aussi abondant, il est difficile pour la population de savoir lorsque les édits de shogun s'appliquent. C'est une sorte d'arsenal punitif destiné à effrayer le peuple et à le forcer à se comporter comme il faut. Le souverain peut subitement décider qu'un comportement n'est plus conforme à la morale et punir un habitant sévèrement. En dépit d'une grande incertitude et contre toute attente, le voyage jouit d'un soudain regain d'intérêt. Les routes sont de plus en plus sûres et un nombre grandissant de Japonais voyagent de village en village. La route la plus empruntée est celle de Tokaido, une route de 480 km reliant Kyoto à Edo. 50 haltes ponctuent ce grand axe. Les relais qui ponctuent les 5 grandes routes du Japon se sont développés au point de devenir de véritables villes. On y trouve des auberges, des maisons closes, des restaurants, des boutiques où l'on vend des remèdes. Ici est développée une culture propre aux villes relais. Sous le règne des Tokugawa, le peuple japonais est très curieux. On commence à concevoir le Japon comme une nation. Les carnets de voyage se vendent très bien. Inoue Tsujo est une jeune femme samouraï et écrivain qui a emprunté la route de Tokaido. Elle décrit son voyage dans son journal. Une chaîne de montagnes s'élève au-dessus des nuages et une fontaine d'eau jaillit au-dessus des rochers dans un bruit assourdissant. Dans les côtes, nous avons l'impression d'être attirés en arrière et dans les descentes, nous avons l'impression d'être poussés le long du chemin. Nous avons souvent peur. Les auberges qui bordent la route offrent un repos bienvenu pour les voyageurs comme Tsujo. Elle est en route vers Edo, où elle doit servir dans la résidence d'un samouraï de haut rang. Bien que la nature du voyage d'Inoue Tsujo soit officielle, et en dépit de la présence de son frère, le périple de la jeune femme demeure parsemé d'embûches. Si tous les voyageurs doivent se conformer à des règles strictes, les femmes sont soumises à des contrôles plus rigoureux encore. Au XVIIe siècle, il était très difficile de voyager lorsqu'on était une femme. Elle devait tout d'abord obtenir l'autorisation de quitter le foyer, dont elle devait assurer le nettoyage et la cuisine. Le permis de voyage pour les femmes était beaucoup plus compliqué. De nombreux postes de contrôle ne les laissaient pas passer parce qu'elles devaient subir une fouille corporelle. Seuls des officiers femmes étaient autorisés à le faire et il y en avait très peu dans les postes de contrôle. Les contrôleurs font preuve d'une vigilance de tous les instants afin de repérer les femmes déguisées en hommes. À son arrivée au poste de contrôle, Tsujo est inspectée par une garde plus âgée. Une femme à l'air sévère m'examina. Elle passa sa main dans mes cheveux et prononça quelque chose avec un très fort accent. C'était très désagréable, mais je n'avais pas le choix. J'avais peur de ce qu'elle pouvait faire.
Lors d'un autre contrôle, la formulation de son laissez-passer lui vaut de nouveaux soucis. Lorsque j'ai présenté mon document officiel, le passage m'a été refusé. Sur le permis, j'étais décrite comme une femme et non pas comme une jeune femme avec de longues et larges manches. Je dus alors retourner à l'auberge. J'étais effondrée. Tsujo ne sait pas si elle sera autorisée à poursuivre son voyage. Dans son journal, elle décrit la nuit blanche qui s'ensuivit. Mes larmes obscurcissent la lueur de ma chandelle. Je me sens très nerveuse. Les mots sont insuffisants pour décrire ma tristesse. Au petit matin, vers 4 heures, j'ai entendu des voyageurs qui se rassemblaient et qui s'interpellaient, ainsi que le hennissement d'un cheval et des bruits d'étriers. J'ai alors ressenti une profonde jalousie. Depuis plusieurs jours et plusieurs nuits, je maudis les obstacles que doivent surmonter les femmes. La détresse de Tsujo n'a rien d'inhabituel. Sous le règne de Iemitsu, quiconque enfreint les règles encourt de sévères punitions. Une communauté particulière subit une persécution systématique pour ses croyances, les chrétiens. Le shogun Iemitsu offre des récompenses pour l'arrestation de tout japonais prêchant ou ayant embrassé la foi chrétienne. Tout informateur révélant où se trouvent des fidèles doit être récompensé en conséquence. S'il peut révéler où trouver un prêtre, 100 pièces d'argent doivent lui être remises. Il ne faut pas oublier que lors de cette période de l'histoire japonaise, la répression est omniprésente. Les shoguns Tokugawa veulent conserver la société japonaise telle qu'elle. Cela conduit certaines personnes à considérer la chrétienté comme une religion subversive, susceptible de bouleverser la structure sociale, la hiérarchie sociale du Japon. Sous le règne de Iemitsu, tous les missionnaires étrangers sont victimes de déportation. Mais cela n'empêche pas les chrétiens japonais orphelins de conserver leur ferveur. De très nombreux chrétiens japonais sont touchés par une foi extrêmement profonde, notamment dans les régions où le christianisme s'est enraciné pour les 3 ou 4 générations à venir. Le shogun est le grand ennemi des chrétiens. Un marchand européen témoigna des persécutions dont il fut le spectateur. J'ai vu 55 martyrs qui refusaient de renier leur foi chrétienne. Parmi eux, 2 jeunes enfants âgés de 5 ou 6 ans furent brûlés au bûcher dans les bras de leur mère en criant « Jésus, accueille leurs âmes ». Je dirais que progressivement, Iemitsu, le 3e shogun du Japon, a développé une crainte pathologique et morbide du christianisme. Les shoguns pensaient qu'ils représentaient une menace à leur pouvoir. Ils ont en quelque sorte éteint le courant dans le but d'éradiquer cette religion. Elle était considérée comme étant le mal, comme une religion malicieuse, subversive. C'est pour cela qu'ils ont pris des mesures aussi extrêmes pour tenter de l'éliminer.
En dépit des persécutions, le christianisme a su toucher de nombreux Japonais mécontents. Ils entrèrent en résistance, prêts à devenir des martyrs au nom de leur foi. Je suis japonais et frère jésuite. Je n'ai commis aucun crime, pourtant je meurs simplement pour avoir prêché la religion de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me réjouis de mourir pour cette cause. C'est une grande bénédiction. J'affirme assurément qu'il n'existe point d'autre salut que la voie chrétienne. Iemitsu est fortement perturbé par l'implantation du christianisme, notamment dans le sud du Japon où vivent un très grand nombre de fidèles. Comble de l'indignation, nombre d'entre eux sont d'anciens samouraïs contraints de se reconvertir en artisans ou paysans. Néanmoins, ces chrétiens n'ont rien oublié de leur formation de samouraï et restent très habiles dans le maniement des armes. Pour Iemitsu, la situation est intolérable. L'absolutisme du shogun n'épargne aucun aspect de la vie de la population, pas même celle des paysans. Les paysans doivent travailler de l'aube à la tombée de la nuit. Épouses et filles doivent préparer le repas 3 fois par jour, porter un bandeau rouge et apporter le repas au champ. Après avoir rejoint le foyer à la tombée de la nuit, belle-sœur et cousine doivent poser les pieds fatigués de l'homme sur le ventre de son épouse et les masser. Outre les édits insupportables du shogun, les fermiers sont également soumis à de très lourds impôts. Ils doivent s'acquitter de taxes sur les fenêtres, les étagères, ainsi que d'un impôt pour chaque nouveau-né et d'un impôt supplémentaire lors des funérailles d'un membre de la famille. L'impôt est payable en riz, la devise de l'époque. Les paysans ne sont même pas autorisés à manger le riz qu'ils cultivent. Ces impôts sont prélevés par les daimyo afin de financer leurs coûteuses processions jusqu'à Edo et afin d'assurer la subsistance de leurs samouraïs. Les fermiers vivent dans une très grande misère, comme le déplore ce chroniqueur japonais anonyme. Chaque année, la fatigue accable encore plus les paysans. Comment est-il possible de vivre dans de telles conditions ? Dans la péninsule de Shimabara, située au sud du Japon, sécheresse et famine réduisent des récoltes déjà bien maigres.
Les paysans incapables de payer l'impôt sont sévèrement punis. Au milieu du mois de décembre de l'année 1637, un terrible incident met le feu aux poudres. La jeune fille d'un fermier ne pouvant pas payer l'impôt est capturée et torturée. Dans un accès de fureur et accompagné d'amis, le père tue le gouverneur local. L'ensemble du village, samouraïs, paysans et chrétiens se soulèvent. Rapidement, toute la région tombe aux mains des rebelles, soit 40 000 hommes. Ce qui, à l'origine, était un soulèvement social, une révolte contre une fiscalité affreusement injuste, affamant les paysans, s'est progressivement transformé en une rébellion chrétienne. Un marchand européen fut témoin de l'insurrection. Quelques jours après le soulèvement, les chrétiens rejoignirent les fermiers. Ils criaient à travers le pays que le temps était venu de venger la mort des nombreux chrétiens et prêtres innocents et qu'ils étaient prêts à mourir pour leur foi. Les rebelles se réfugièrent dans un château abandonné, en bord de mer. Se sentant protégés, ils firent venir femmes et enfants à l'intérieur de la forteresse où ils se barricadèrent. Les paysans appartenaient à la classe sociale la plus basse, la plus pauvre. Ils n'avaient pas le droit de se révolter. Non seulement ils l'ont fait, mais en plus ils étaient bien organisés militairement. Bien évidemment, le shogun était très préoccupé par la situation, car cela pouvait servir d'exemple aux autres régions du pays, elles aussi très mécontentes des impôts écrasants que devaient payer les paysans. Le shogun ne tolère aucun dissident, et particulièrement ceux qui implorent l'aide de Jésus. Il envoie ses troupes à Shimabara pour mater la rébellion. Pendant 4 mois sanglants, à court de nourriture, les rebelles parviennent à résister aux attaques du gouvernement. Iemitsu, exaspéré de voir la rébellion perdurer, demande aux Néerlandais d'envoyer un navire armé de canons pour attaquer le château assiégé. Les Hollandais ne tenaient pas à participer à cette campagne. Néanmoins, ils voulaient désespérément conserver les accords commerciaux qu'ils avaient conclus avec le Japon. S'ils n'obéissaient pas aux ordres du shogun, celui-ci risquait de leur dire « Puisque c'est ainsi, vous pouvez rentrer chez vous ». Le shogun donne l'ordre d'incendier le château. Les rebelles résisteront farouchement mais ne pourront éviter une fin inéluctable. Finalement, les résistants affamés à l'intérieur du château assiégé devront se rendre. Leur reddition donnera lieu à un terrible massacre. Ce sera la toute dernière bataille de l'histoire du Japon. La rébellion de Shimabara fournit au shogun le prétexte idéal pour éradiquer le christianisme. Le shogun prit par la suite des mesures draconiennes en coupant le Japon de toute influence chrétienne, en isolant le pays. Iemitsu estimait que ces étrangers avaient causé trop de soucis et qu'ils constituaient une complication inutile dans son organisation sociale. Il tenait à conserver la société japonaise telle qu'elle était à l'époque. Il refusait tout changement. Iemitsu promulgue plusieurs lois restreignant les voyages à l'étranger. Sous peine de mort, aucun Japonais n'est autorisé à quitter le pays, et ceux déjà à l'étranger n'ont plus le droit de revenir.
Pour s'assurer que ces édits soient respectés, il fait détruire tous les navires capables de naviguer en pleine mer. Il interdira également l'entrée de tout bateau étranger provenant d'Europe. Seuls les Hollandais sont autorisés à demeurer au Japon et à faire du commerce, mais sous des conditions très strictes. Les restrictions maritimes sont destinées à empêcher tout contact avec le monde extérieur. Elles sont conçues pour contrôler le commerce et pour empêcher les missionnaires chrétiens de venir au Japon y faire du prosélytisme. Elles constituent le fondement de la politique étrangère des Tokugawa tout au long de leur shogunat. Une politique considérée comme le début de l'isolement du Japon. 2 ans plus tard, au mépris de l'interdiction du shogun, une délégation officielle portugaise accoste au Japon. Le shogun ne fera preuve d'aucune mansuétude. Il ordonne l'exécution des 57 passagers, y compris les ambassadeurs et leur équipage, et fait brûler le navire. Les quelques survivants seront renvoyés avec la mise en garde suivante. Une punition similaire sera infligée à toute personne accostant au Japon en provenance du Portugal, qu'il s'agisse d'ambassadeurs ou de marins perdus ou poussés par la tempête. Si le roi du Portugal ou même le dieu des chrétiens devait se présenter, ils subiraient tous deux le même châtiment. Les portes du Japon se referment définitivement. Elles ne s'ouvriront de nouveau à l'Occident que 200 ans plus tard. Telle fut la volonté du shogun. Néanmoins, nombreux sont ceux qui se demandent comment cet empire replié sur lui-même peut survivre dans un monde évoluant sans cesse.